Oui, donc bonjour. Nous, on va faire un petit exposé à deux voix, donc l'une après l'autre. Et donc, on va vous présenter un peu les outils qu'on a utilisés pour faire ce suivi environnemental là, sur le site du Croisic. Donc, moi, je vais vous présenter la partie géophysique, sédimentaux, celle que je maîtrise. Et du coup, Pia vous présentera, elle, la partie des foraminifères. La souris. À la souris. Hop. Moi, j'ai fait je vais la chose tout à l'heure. Ah oui, ça marche. Ah oui, d'accord, d'accord. Donc, alors, juste un petit rappel du site. C'était donc, vous voyez une box de Croisic. Donc, en fait, le site de Saint-Rêve est un petit peu en dehors de l'image, mais donc le câble passe sur le petit triangle jaune que vous voyez ici. Donc, voilà. Ça, c'est ce site qu'on a vraiment imagé depuis 2016, 2017, 2018, de façon très précise. Donc, toutes les données que je vais vous présenter essentiellement sont là. Et quand même, je vous montre, on a un petit peu aussi travaillé sur ce site-là qui est la Lambarde. Et en fait, ce site de la Lambarde, il nous intéressait parce qu'on est pile poil dans la zone d'attente des très gros bateaux. Donc, on a plein d'énormes bateaux là, qui sont en attente ici pendant plusieurs semaines. Donc, qui ont un impact évidemment net sur le fond en jetant leurs ancres et ainsi de suite. Donc, comme ça, on avait deux sites où on voyait un impact anthropique un petit peu différent. Voilà. Je vais tourner la molette peut-être. Ah, c'est ça. Donc, effectivement, on a utilisé là, pour faire la campagne de survey en mer. C'est pas un navire océanographique, c'est une vedette. C'est la vedette océanographique. Donc, vous voyez sa taille, hein, c'est pour ça que je rigole, parce qu'on ne peut pas se mettre à beaucoup quand même dedans. Donc, en fait, cette vedette, elle appartient à Génaville. Et en fait, elle voyage sur un camion et on la met dans un port et hop, on la met dans l'eau. Et en fait, elle est extrêmement intéressante parce que juste ici, sous la coque, elle est équipée de plusieurs outils, entre autres d'un sonar interférométrique. C'est-à-dire qu'on va avoir ici, avec ce sonar interférométrique, on va avoir accès à la bathymétrie et l'imagerie. Et à côté, on a le CHIRP, donc c'est une source sismique, hein, c'est un échosondeur. Et donc, ces deux outils sont fixés sur la coque. Et c'est ça qui est parfaitement intéressant pour nous. C'est parce qu'ils sont parfaitement positionnés. Et ils ne vont pas changer d'endroit. Ça veut dire qu'au même endroit, sur chacun des profils, on va avoir accès à une vision horizontale, l'image et la bathymétrie. Et en même temps, on aura une vision verticale, donc à l'intérieur des sédiments. Et on est parfaitement positionné. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu, on est capable de retrouver nos pockmarks, le champ de la flotte, à quelques centimètres près, à dizaines de centimètres près. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Yes. Donc voilà une belle image là, donc, faite à partir de la vedette halieutique. Là, donc, on est avec le sonar interférométrique. Ça, c'est une image acoustique, c'est-à-dire que vous avez une image en noir et blanc. Et ces tons de noir et blanc vont dépendre, en fait, donc ici sont énumérées les différentes caractéristiques, la nature du fond, la compaction qui est importante, la rugosité du fond et aussi la topographie. Ce qui se passe, c'est que plus on a en fait un sédiment là, qui va apparaître comme clair, plus ça veut dire que le sédiment absorbe le son et ne va pas rétro-diffuser le son. Donc on a quelque chose de très fin, ou en tout cas qui va être capable d'absorber le son. Plus on a quelque chose de très foncé comme ça, plus c'est un sédiment qui va faire basculer le son, et donc on a une image qui va être très foncée, et donc ça c'est du grosset ou de la roche. Et en fait, ici, vous voyez qu'on a une espèce de poire, ou en tout cas on a une espèce de tache ici gris moyen, donc elle est gagné entre les deux. Et en fait, on s'aperçoit après en faisant des bennes, parce que chaque fois qu'on fait de la géophysique, on est obligé de calibrer nos images avec des bennes pour essayer de comprendre qu'est-ce que l'on observe, en fait, quelles sont les caractéristiques. On appelle ça des faciès acoustiques, à chaque fois on essaie de les caractériser. Et donc là, on voit ici que pour ce gris-là, par exemple, on a du sable vaseux avec un petit peu de gravier. Ce gris-là ressemble quand même pas mal à ce gris qui est là, où on a du centimètre, mais on commence à avoir des plus. On voit que donc pour le même ton de gris, on n'est pas toujours très très sûr de notre limite. Par contre, on voit quand même là, comme ici, des endroits qui sont très très clairs, où là on a une base très fine qui va absorber le son. Ici aussi, on voit plusieurs types de carrières. J'attire votre attention sur le fait que tous ces petits traits que vous voyez au milieu,
Ça correspond chaque fois à un profil. Donc, vous voyez un petit peu la somme de profils qu'on fait. Après, bon, c'est pas tout le mais voilà. Donc, ça veut dire que chaque fois, pour chacun de ces profils, on va avoir l'image en horizontal et on va avoir un profil vertical. Donc, on sait vraiment qu'est-ce qui se passe dans les deux dimensions. Voilà. Yes. Donc là, donc on a vu l'imagerie. Là, je vous montre ce qu'on peut avoir maintenant en bathymétrie. C'est-à-dire que là, donc, vous allez avoir des profondeurs qui vont aller de 18 mètres à 25 ou 23 mètres. Et donc là, vous voyez sur la boîte, la première boîte qu'on avait faite, vous voyez, donc ça c'est le haut. On va en gros dans des profondeurs de 20 jusqu'à 25 mètres ici en bleu foncé. Et vous voyez qu'il y a une espèce de rugosité. On voit très bien qu'on a un faciès qui est beaucoup plus rugueux, qui est gruleux ici. Et si je suis ici à la main, en fait, là, je suis en train de suivre la limite du champ des A+. Donc, on voit très bien sur la bathymétrie toute cette banquette de A+, et on voit qu'à certains endroits, on retrouve des clairières qui sont tout à fait bien marquées, aussi bien dans la bathymétrie que dans l'imagerie, on a vu tout à l'heure, où c'était très très clair. Et je vous montre juste comme ça ici, vous voyez aussi qu'il se passe quelque chose à cet endroit-là. Là, ici, c'est la trace du câble. Cette fameuse cicatrice du câble. Et là, je vais vous montrer le troisième instrument qu'on utilise. Donc ça, c'est les deux profils CHIRP que j'ai sélectionnés parce qu'ils sont très beaux. Voilà ce que ça donne. Donc à le long de ces deux profils, il y a un profil CHIRP. Donc là, ici, vous avez une profondeur, donc là, entre 30 et 50, 20, donc on a 7,50 ici. Donc en fait, on a à chaque fois, ici, c'est l'interface au sédiment, ici, c'est la colonne d'eau, et on pénètre dans le sédiment sur une certaine profondeur. Donc là, typiquement, le réflecteur en surface, ça c'est un réflecteur normal de vase ou de sédiment vu. Et par contre, tout d'un coup, on arrive avec ce réflecteur de surface très bizarre, qui est dentelé, là qu'on appelle en dents de scie. Là, de nouveau, quelque chose de plat, et de nouveau en dents de scie. Et donc là, tout ce que vous voyez en dents de scie, c'est effectivement ce fameux réflecteur qui correspond aux colonies de A+, aux banquettes A+. Là, ici, typiquement, si vous avez quelque chose de tout plat, c'est qu'on tombe ici dans une clairière. Donc, on a vraiment un moyen très efficace et très fin de reconnaître la limite des banquettes de A+, pour peu que ces banquettes de A+, soient assez denses et assez bien formées. Évidemment, si vous avez un ou deux A+, on verra rien. Et donc, au contraire, quand vous descendez ici dans la pile sédimentaire, vous allez voir différents réflecteurs, donc qui correspondent aux différents sédiments qui se sont empilés les uns sur les autres. Et là, ce que vous voyez, cette espèce de masse acoustique, on appelle ça la turbidité acoustique, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable de voir aucun réflecteur, et que par contre, à certains endroits, on voit ici, vous voyez, un réflecteur qui est très très marqué. C'est ce qu'on appelle le Enhanced Gas Reflector, un niveau en fait de sédiment qui est en général composé de fibres et qui va bloquer, qui va faire comme un couvercle pour le gaz qui remonte. Et donc, en fait, on va stocker, et c'est pour ça qu'il va être bien marqué ici comme réflecteur, on va stocker un peu plus de gaz ici en dessous. Attention, ici, le CHIRP, quand on l'utilise, vous n'avez pas des pourcentages monstrueux de gaz à l'intérieur. Il suffit de quelques pourcentages de gaz, entre 7 et 8% de gaz, pour commencer à avoir une image CHIRP comme ça avec de la turbidité acoustique. Et donc, c'est pour ça que cet outil est très utile pour justement regarder les sédiments et les gaz. Là, vous avez donc exactement donc, ce deuxième profil où on voit très bien le réflecteur à dents de scie et ici le réflecteur qui est très marqué. Et là, vous voyez bien, justement, c'est pour ça que j'ai mis celle-ci, parce que vous voyez bien, ce gaz qui est ici à chaque fois, on voit bien qu'il y a des endroits où il est stocké à des endroits, et donc on ne peut pas pénétrer, ça nous fait un masque acoustique. Par contre, on voit bien que la sédimentation s'est passée tout à fait normalement. Donc là, ce qui est important, et je l'ai mis, c'est qu'en fait, on a apparition de ces banquettes de A+, et des pockmarks associés, donc ces cratères du dégazage, si notre fameux gaz, notre fameuse EGR, notre fameux réflecteur très marqué, est à moins de 7,5 mètres sous la surface. C'est quelque chose qu'on avait déjà remarqué à Concarneau, on en avait déjà parlé un petit peu. Donc voilà, quand on zoome, je vous reviens dans la bathymétrie pour vous montrer à quoi ça ressemble ces pockmarks. Ici, donc, vous les voyez ici, tout alignés, ils sont tout alignés ici sur une trace de chalut. Vous voyez votre chalut, enfin en général les traces de chalut, ça va évidemment par deux. Et donc on voit ces traces de chalut allument des pockmarks, en fait, ils vont titiller le sédiment et vont permettre au gaz de s'échapper. Donc vous avez des pockmarks le long des chaluts, des traits de chalut, mais vous en avez aussi partout, on en devine partout dans notre banquette à plus. Donc là,
l'intérêt de ces suivis qu'on a fait en géophysique, c'est qu'on est capable justement de regarder chaque année, 2017, 2018, 2019, de voir l'évolution de ces banquettes à la Ploups, et donc ça dans un temps assez restreint, puisqu'il nous faut quelques jours pour faire nos acquisitions. Donc là, ici, voilà la banquette de la Ploups en 2017, toujours calibrée ici par nos données de Ben pour savoir où est-ce qu'on a des Ploups et où est-ce qu'on n'en a pas. Donc là, par exemple, ici, on voit qu'on n'avait pas du tout de Ploups à cet endroit-là en 2017. Et si je viens ici en 2018, voilà donc ici la limite de 2018, oui, qui a grandi, et on s'aperçoit ici qu'on va commencer à voir des Ploups qui arrivent. Donc là, on le voit bien, là vous avez donc la caractérisation de chacune des veines, et là par exemple, on voit très très bien l'endroit ici où on est tout à côté de l'autre, c'est-à-dire que là, les Ploups se sont développés, et là, on voit qu'on commence à avoir des Ploups. Donc, on s'aperçoit bien ici qu'on a cette colonisation des Ploups dans cette direction au fur et à mesure, et qui n'est pas forcément visible directement sur le chien, parce qu'évidemment, il n'y a pas encore une concentration assez importante de cette nouvelle banquette de Ploups. Donc, cette fameuse extension de 1,66 km² dans le sud. Et donc là, du coup, moi j'ai focalisé sur le câble. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'on se dit, si on est très de chalut, on est capable d'allumer des Ploups, des POCMax, qu'est-ce qui se passe au niveau du câble? Puisque c'était donc quelque chose qui nous intéressait. Donc là, voilà la bathymétrie. Vous voyez donc très très bien la trace du câble qui passe ici. Et vous voyez le câble qui continue, sauf que vous ne voyez plus dans la bathymétrie. Donc dans cette partie-là, on n'a jamais retrouvé la trace de la cicatrice des câbles. Donc là, maintenant, c'est juste un schéma pour vous montrer. On va regarder, donc là, la limite des Ploups de 2018. Le câble, il passe ici, à l'intérieur de ces 4 petits carrés. Donc, on va regarder ici, dans la zone où les Ploups, où la banquette est relativement jeune. Ici, dans l'endroit avec 2 et 3, où la banquette est plutôt mature. Et ici, dans le dernier carré, où on n'a jamais vu de traces de Ploups ni de câble. Donc, première zone, là où c'est assez mature, vous voyez ici, donc, chacun de ces traits qui sont obliques, ça correspond simplement à la trace du bateau, puisqu'on fait nos allers-retours. Là, en fait, en 2017, voilà ici ce que vous voyez là, qui est complètement horizontal, c'est la trace du câble. Voilà comment elle est marquée dans la bathymétrie. Donc voilà en 2017, voilà en 2018. Ici, là, ce qui a été noté, c'est la largeur, ici, la cicatrice du câble, quand on regarde à peu près. Donc vous voyez qu'il n'y a pas une évolution énorme entre 2017 et 2018 dans cette partie-là sud de la banquette de la Ploups. Ici, on est donc plutôt au milieu de la banquette de la Ploups, donc 2017-2018. Là, on s'aperçoit donc, vous voyez quand même, vous devinez encore un peu la trace du câble, la cicatrice du câble. Et là, par contre, on retrouve, alors là, on voit super bien, on voit bien les POCMax qui sont ronds, et vous voyez que tout ce fascia, ça commençait à coloniser en fait, donc ça c'est les banquettes de la Ploups qui ont recolonisé ici cet endroit-là. Donc c'est vraiment ce faciès crêpe qu'on avait décidé d'appeler ça un faciès crêpe à Concarneau, et là on le voit vraiment très très bien. Donc en un an, la progression de la banquette est claire, et ici on est toujours, alors là on est dans la boîte 3, donc pareil, on voit aussi donc la colonisation par-dessus, on l'a deviné encore en 2018 à cette cicatrice, mais on voit bien que la banquette de la Ploups est en train encore de revenir. Par contre, ce que l'on voit, et vous le voyez tout le long, aussi bien en 2017 que 2018, et ça c'est ce que je vais vous montrer dans ces petits carrés ici, on va rezoomer, on voit ces trous qui correspondent en fait à des POCMax, c'est-à-dire qui ont été initiés par le creusement de la cicatrice. Donc voilà ce petit zoom, c'est un peu pixelisé, je suis désolée. On a toujours du mal à zoomer comme il faut. Mais en tout cas, vous avez donc des POCMax que l'on revoit ici, qui sont donc alignés évidemment sur la cicatrice et donc qui sont entre guillemets actifs et que l'on voit donc parfaitement maintenant sur nos données de bathymétrie. Et là, c'est la dernière boîte qui est donc en dehors de la banquette de la Ploups et on s'aperçoit qu'à aucun moment, ni en 2017, ni en 2018 évidemment, on n'a jamais vu du tout la trace de la cicatrice, de l'enfouissement du câble. Donc là, c'est le petit schéma qui récapitulait un petit peu tout ça pour essayer de regarder justement ce temps de résilience, ou en tout cas ce temps de disparition de la cicatrice du câble. Donc là, vous avez la banquette de la Ploups, vous avez ici le câble,
Et là, ici, donc, on a la zone où on a notre vieille banquette de la pelouse avec le pockmark qui se sont reformés à cet endroit-là, le long du câble. Et ici, on a dans cette portion-là, la nouvelle banquette de la pelouse qui est en train de se mettre en place avec des pockmarks qu'on commence à utiliser. Donc, on sait qu'ici, en gros, au bout de 6 ans, on commence à avoir une recolonisation. Notre cicatrice a tendance à disparaître dans la vieille banquette de la pelouse. À cet endroit-là, on imagine que le temps de résilience il est même inférieur, puisque de toute façon, on n'a jamais vu. La première fois qu'on a travaillé, c'était en 2016, on n'a jamais vu de cicatrice. Donc, comme il a été enfoui en 2012, on peut imaginer qu'il faut moins de 4 ans, ou peut-être rien du tout, peut-être que même le mois d'après, c'était déjà bien pas marqué. Et là, ici, par contre, dans ces deux endroits où on voit la progression de banquette de la pelouse, en tout cas, c'est supérieur forcément à 7 ans, puisqu'on le voit toujours, mais il faut qu'on y retourne pour être sûr de pouvoir continuer justement cette estimation du temps de résilience, de disparition. Et là, je vous montre juste notre deuxième petit exemple que je vous ai montré, donc, qui est à la Lambarde, qui est donc ce système, cette boîte qui est juste en face de l'arrivée de la Loire, en fait, hein, qui est donc ici positionnée, et ça, c'était pour ça que je vais montrer cet exemple-là. Voilà. En fait, cet exemple-là, il nous intéresse aussi parce qu'en fait, dans cette zone-là de la Lambarde, on a la zone d'attente des grands bateaux, et donc ils vont mettre leurs ancres, et qui vont déployer beaucoup de choses et beaucoup d'énergie, et beaucoup de choses sur le fond qui vont racler, et donc on voit très très bien dans les images sonars, on voit dans la bathymétrie, toute cette portion ici qui est plus claire et qui est raclée par les ancres, par tout ce qu'un bateau peut mettre au fond pour essayer de rester stable. Et donc là, ce que vous voyez, toute cette zone gris foncé, c'est des A+. Dans toute cette zone ici, il n'y a plus de A+. Donc on s'était dit dans notre première interprétation, c'est que les pauvres, ils ont été balayés par le ragage des ancres et des chaînes, et donc c'est pour ça qu'ils sont pas là. Et on est retourné en 2018, vous voyez la trace ici, voilà la limite en 2017, et vous voyez qu'en fait, tout ça, c'est les A+, qui sont arrivés et qui ont colonisé cet endroit-là. Pareil, on arrive dans les mêmes proportions que sur l'autre zone, c'est-à-dire plus d'1 km² de colonisation des A+. Donc là aussi, ça va très vite, on a donc cette augmentation des A+. On sait qu'on va toujours dans la direction où il y a déjà des pockmarks, hein, ça c'est toujours quelque chose d'avéré. La banquette va se déplacer vers les endroits où des pockmarks sont actifs. Donc là, c'est quelque chose qui se voit très très bien parce que rien qu'à l'imagerie, on est capable de suivre cette progression là, des banquettes de la pelouse. Donc c'est quelque chose qui est rapide et qui est en tout cas très efficace à regarder vite. Donc on voit que la restauration de ces banquettes de la pelouse peut être très rapide si a priori on a des conditions adéquates. Et donc là, je finis là-dessus. C'est que donc maintenant, on commence à bien savoir ce qui se passe ici sur le croisic, avec le câble ici. Donc là, on a quand même des données qui sont intéressantes à ce niveau-là. Et donc là, on sait qu'on va avoir un futur champ d'éoliennes, donc ça pourrait être très intéressant, évidemment, de regarder par où passent les câbles et de continuer justement ce suivi de ces champs de la pelouse, puisqu'on commence à avoir des données vraiment intéressantes de référence et qu'il faudrait poursuivre pour avoir un catalogue intéressant. Et je passe la parole à les fournisseurs. Merci. Je vais enlever aussi mon masque. Pierre Nardelli, de l'Université d'Angers, LPG. En complément des techniques de suivi que ma collègue Agnès a mis en place au niveau géophysique et qui permettent un monitoring à très large échelle et aussi d'obtenir des résultats à une très grande vitesse, il faut l'avouer. L'approche qu'on a eue dans ce projet OUPLA, c'était de coupler à ça aussi ce qu'on appelle le biomonitoring, ça veut dire des activités d'observation d'organismes vivants dans des zones potentiellement impactées. Et l'idée, c'était de voir comment ces changements, ces perturbations physiques du milieu et chimiques aussi, comme Edouard vous a montré un petit peu, peuvent impacter les écosystèmes, la biodiversité de la zone. Ce sont des approches qui sont désormais largement utilisées. En général, on utilise la macrofaune. On a vu un exemple avec les études de l'Écosse centrale fait par Marine, et qui sert à avoir une évaluation quantitative éventuellement des nuisances d'ouvrages en mer
de contrôler éventuellement, de suivre à long terme et de contrôler même la restauration du milieu marin après la fin des activités mise en œuvre. Et aussi aider les gestionnaires et les grands publics à suivre et dans certains cas faire accepter plus facilement ces genres d'ouvrages dans des zones côtières. Nos outils d'études, c'était les foraminifères. Ce sont des tout petits organismes unicellulaires qui vivent dans les sédiments, qui font partie de la méiofaune en termes de taille, donc inférieure à 1,5 millimètre, et vivent sur les sédiments et dans les sédiments. Jusqu'à 50 cm, on va voir que ça a un intérêt, le fait de regarder leur distribution verticale. Et ils répondent assez rapidement aux changements environnementaux parce qu'ils ont un cycle vital assez court. Ce qui nous a fait espérer qu'on pouvait bien les utiliser comme bioindicateurs dans ce cas d'étude. L'hypothèse à la base du travail, c'était qu'on pouvait trouver des biodiversités de ces organismes particulières dans les habitats à Ploups et qui soient différentes de celles des faciès sédimentaires adjacents où les Ploups n'étaient pas là. Donc on a vu, parce que mon collègue Edouard vous a présenté avant, donc on a fait une première étape, c'était l'étude d'un site de référence qui se trouvait un peu éloigné de la zone d'enseignement du câble, à 15 mètres plus ou moins de distance, qu'on a utilisé comme site référence pour voir effectivement si on avait des assemblages différents dans les faciès à Ploups et dans la vasiès à vase nue, donc sans Ploups. Et ce qu'on a pu vérifier, c'est que dans les Ploups, on avait toujours, comme c'était le cas aussi pour la microfaune comme Marine, pardon, nous a montré tout à l'heure, on avait souvent, à chaque fois, avec les différentes répliques, je n'arrive pas à en montrer, des densités beaucoup plus faibles de foraminifères dans les environnements à Ploups et beaucoup plus abondantes dans les environnements à vase nue, et associées à des biodiversités plus élevées dans les Ploups, donc des couleurs différentes pour chaque espèce, et beaucoup moins diversifiées dans la vase nue, où il y a eu une forte dominance d'une seule espèce qui était enregistrée. Ces caractéristiques nous ont fait tirer déjà certaines conclusions par rapport aux deux environnements. Dans la zone à Ploups, on a des faunes qui sont plus équilibrées, qui montrent un environnement relativement stable où les faunes vivent bien leur vie. Et dans la vase nue, les fortes abondances et la faible diversité donnent un signal de stress qu'on ne sait pas précisément identifié, mais qui devrait être naturel vu le fait qu'on est dans une zone de référence. Et la distribution verticale des espèces dans la vase nue nous suggère que ça serait plutôt un stress de type physique et potentiellement fréquent. On a vu cette distribution dans d'autres campagnes qu'on a fait sur ces sédiments. Donc, potentiellement, perturbation physique naturelle de dépôts sédimentaires calibrés ou d'usurpation. Pour ce qui concerne les faciès à Ploups, la distribution verticale plutôt homogène des foraminifères est aussi quelque chose d'inusuel. Normalement, on en trouve beaucoup en surface et de moins en moins en profondeur. Et ça a été attribué avec les études géochimiques qu'on a fait aux advections, à la bioirrigation liée à la présence de tubes qui amèneraient en profondeur l'oxygène nécessaire, par exemple, pour la présence de ces espèces en profondeur. En tout cas, homogénéiserait en vertical les micro-habitats géochimiques. Donc, avec ça en background, on est allé faire des transects en partant de l'intérieur de la tranchée du câble vers l'extérieur. Donc, les sites de référence que l'on vient de voir sont représentés ici. Dans les Ploups, on a pu faire 3 stations, dont 2 dans la tranchée, une vraiment au milieu, l'autre un peu plus près de la marge, et 3 réplicas à chaque fois. Dans la vase nue, on a pu échantillonner que 2 stations et 1 réplica à chaque fois, dû à des conditions de visibilité très très faibles au moment de l'échantillonnage. Donc ça, c'est des conditions auxquelles il faudra penser si un suivi à long terme sera mis en place. Et ici, vous avez des carottes qui vous montrent
un peu l'aspect de la surface du sédiment aux 3 stations dans les 37 plus, où on voit que dans les sites de référence, on a beaucoup de tubes, et au fur et à mesure qu'on rentre dans la tranchée, on trouve des densités de moins en moins importantes. Et ceci est quelque chose qu'il faut tenir en tête quand on va regarder les résultats des faunes. Donc, on a regardé les assemblages de foraminifères vivants jusqu'à 5 cm de profondeur. On se rend compte qu'ici, vous avez les 37 de la tranchée vers la référence pour les A+, et en bas pour la base. Et donc, ce qu'on voit, c'est que cette distribution assez homogène des faunes qu'on avait vue dans le site de référence n'est pas visible à l'intérieur de la tranchée, où la distribution verticale des faunes est celle un peu typique des assemblages de foraminifères, avec une densité supérieure en surface et de moins en moins d'individus en profondeur. Ceci a été pour nous le résultat qui nous a montré un lien avec les microhabitats en profondeur du sédiment qui seraient favorisés par la présence de tubes assez denses, et donc de leur fonction en tant que vecteur géochimique à l'intérieur de ces sédiments. Par contre, au niveau des espèces, on ne voit pas des différences énormes. On a grosso modo les mêmes espèces dans les 3 stations. Ce qui change un peu, ce sont les proportions entre les différentes espèces. On va le voir un peu plus tard. Et dans la base, on trouve des résultats qui sont assez similaires entre les 2 stations. On n'a pas pu faire de statistiques, donc on ne peut pas aller un peu trop loin dans les interprétations. Mais on a fait d'autres échantillonnages à posteriori. On a trouvé des résultats encore plutôt similaires. Donc, avec des densités toujours plus élevées que dans les A+, et toujours cette dominance énorme de cette espèce en rouge ici, qui représente plus de 90% de la faune à ces endroits-là. Donc, avec ces résultats, on a décidé d'essayer d'appliquer 2 indices biotiques, donc des indices qui servent à définir l'état de qualité d'un environnement marin qui existait déjà, qui sont publiés, et qui ont été soit construits, comme c'est le cas du TSIMED, soit adaptés, comme l'état du Foramambi, aux foraminifères. Donc, les TSIMED, c'est un indice qui était construit sur la base des faunes en Méditerranée, le long de la côte française méditerranéenne, et qui base son calcul sur le pourcentage d'espèces tolérantes présentes dans l'assemblage, et a l'avantage d'être corrigé grâce à cette courbe de calibration qu'on va voir est très bon avantage, mais qu'il faut peut-être adapter a posteriori. C'est une courbe qui sert à calibrer la réponse des foraminifères par rapport à la matière organique sur la base de la granulométrie du sédiment. On considère que plus le sédiment est fin, plus il sera enrichi de matière organique, et cet enrichissement peut être naturel. Donc, le fait de calibrer par rapport à la granulométrie permet de s'affranchir de cette eutrophisation naturelle du milieu, et donc de ne pas surestimer la baisse de la qualité de l'environnement, par exemple. Et le Foramambi, c'est la même chose que l'ambi utilisé pour la macrofaune, mais qui a été adapté en 2016 pour pouvoir l'utiliser avec les foraminifères. Donc, ça se base un peu sur le même principe, c'est-à-dire un pourcentage d'espèces qu'on définit opportunistes ou tolérantes, en tout cas des espèces qui profitent de conditions de stress. Sauf que dans ce cas-là, dans les cas de cet indice, on a plusieurs degrés de tolérance au stress qui seraient possibles. Donc, il y a plus de finesse dans les calculs, ce qui pourrait être un avantage, mais on va voir que c'est peut-être aussi un désavantage. Donc ici, vous avez juste les courbes qui vous montrent les différents degrés de sensibilité, tolérance par rapport à un stress qui est souvent lié à la matière organique. Donc on a essayé d'abord de calculer ces indices tout court avec les foraminifères qu'on avait trouvés, et il se trouve que le TSIMED, on pouvait l'utiliser parce que dans la publication d'origine, on ne donne pas d'indication par rapport au nombre minimal d'espèces qui doivent être assignées au groupe des espèces tolérantes pour pouvoir l'utiliser. Et par contre, les Foramambi, tous ces chiffres que vous voyez en rouge, ce sont les pourcentages des espèces qui ont été attribuées sur la base des classements existants. Et c'est en rouge parce que ce n'est pas suffisant. L'indice peut être utilisé que si on a 60 ou encore mieux, au moins 80% des espèces qui sont assignées. Donc, on avait un problème majeur pour pouvoir l'utiliser.
Et au niveau du test IMED, les résultats étaient un peu beaucoup très homogènes. Donc, ce qui ne paraissait pas vraisemblable par rapport aux différences écologiques qu'on avait pu observer d'un point de vue strictement scientifique. Donc, ce qu'on a fait comme tentative, c'est qu'en principe d'utilisation, c'est-à-dire que ça méritera après une validation, on a attribué au moins les 3 espèces majeures plus abondantes qu'on avait dans nos assemblages sur la base des observations écologiques dans nos sites de référence. Donc, par exemple, l'espèce, la première ligne ici, ce Fibrephidium salsiensis, c'est l'espèce qui domine à 80% les assemblages dans les vases nus. Une espèce qui arrive à des niveaux de dominance aussi forts est normalement considérée une espèce très opportuniste. Et donc, on lui a attribué une classe d'opportunisme très élevée. Les 2 autres aussi, on avait fait des observations par rapport à des brumes saisonniers, par exemple, importants pour cette espèce qui justifierait de son comportement parfois opportuniste. Mais 3, ça veut dire que c'est un opportuniste un peu moins fort. C'est une espèce qui tolère, mais moins bien que cet autre-là, des niveaux de stress élevés. Donc, on a réappliqué, recalculé nos indices sur la base de ces attributions. Et on a obtenu, donc, pour le 37A Plux, ce nouveau résultat. Vous voyez que le rouge est devenu orange. On est entre les 60 et 80%, donc dans la limite de l'applicabilité de l'indice. Donc, ça mérite d'avoir de faire encore un peu d'effort au niveau des classements des espèces. Et ces couleurs que vous voyez ici, c'est marqué EQS, désolé, j'ai oublié de vous le dire. Ce sont les Ecological Quality States, donc c'est l'état écologique qui est à l'interprétation de cet indice numérique qu'on obtient. Et on voit que par rapport à tout à l'heure, ça change un petit peu le résultat. Donc déjà, on a pu attribuer sur la base du forum Ambi des EQS aux différentes stations qui vont de bon en modéré, à part un petit médium, de bon en modéré pour le forum Ambi. Et les valeurs de test IMED aussi ont changé un petit peu, ils sont devenus un peu plus faibles parce qu'on a rajouté des espèces tolérantes qui n'étaient pas classées précédemment, donc forcément ça fait baisser un petit peu les valeurs obtenues. Même chose pour la base nue, donc on a pu là pour le coup avoir des forts pourcentages vu que l'espèce qu'on attribuait c'était l'espèce majeure, et on tombe dans des résultats qui sont beaucoup plus faibles au niveau de qualité environnementale par rapport au 37 de Valéa Plux. Donc ici, vous avez traduit sur ce graphique en indice de qualité environnementale les résultats qu'on a obtenus. Dans les 2 cas, on se rend compte qu'on a des tendances qui sont similaires. Déjà, en général, on a des valeurs qui sont beaucoup meilleures pour les A+, et moins bon pour la base nue, ce qui revient à cet indicateur de stress environnemental qu'on avait observé sur la base des faunes. À l'intérieur du transept des A+, ce qu'on voit, c'est des tendances à la baisse de qualité si on bouge de la station de référence vers l'intérieur de la tranchée. Et donc, on voit encore, même si potentiellement faible, le résultat de l'enfouissement du câble et de la diminution de la densité des A+. Et en général, ce qu'on voit, c'est que le test IMED donne des résultats qui sont un peu plus sévères, entre guillemets, par rapport au forum Ambi. Mais par contre, ce résultat est à prendre avec les pincettes parce que le test IMED a été développé en Méditerranée. C'est une mer qui est beaucoup plus oligotrophe que l'Atlantique. Donc, probablement, il faudra une recalibration de la courbe que je vous ai montrée pour que ça soit plus adapté au milieu atlantique. Et pour ce qui concerne le forum Ambi, ces couleurs qui sont là sur le fond, ce sont les mêmes exactement qui sont utilisées pour la macrofaune. Jamais personne n'a fait l'effort de vérifier qu'elles soient bonnes aussi pour les foraminifères. Donc, pour l'instant, c'est à prendre aussi un peu avec les pincettes. Ça reste dans les limites d'applicabilité de ces deux indices pour les foraminifères. Donc, si on fait une comparaison des résultats, on se rend compte que le test IMED a un peu plus d'avantages par rapport au forum Ambi. On a moins de classes écologiques parce qu'il n'y a que les espèces tolérantes qui nous intéressent, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de facilité à faire la taxonomie
des échantillons, on peut compter que les espèces qui nous intéressent pour le calcul, ce qui fait que du coup, les temps et les coûts d'analyse se réduisent. Il n'y a pas de limite d'applicabilité, mais on a vu que dans certains cas, ça peut être un risque de l'appliquer sans réfléchir au fait qu'il pourrait y avoir des espèces tolérantes dans notre système qui ne sont pas présentes dans les classements d'origine. Et le gros avantage, c'est le fait d'avoir une correction par rapport à l'enrichissement organique naturel par la granulométrie. Et les résultats plus sévères, d'un côté c'est bon dans le sens qu'on peut donner le pire panorama pour essayer de préserver au mieux les environnements, mais ça reste des résultats qu'il faut observer dans la nécessité peut-être de développer, de faire une adaptation de cet indice pour que ça soit plus vraisemblable, plus robuste en Atlantique aussi. Et pour le Faramambi, le seul gros avantage, c'est que la liste des espèces et les classements ont été faits en Atlantique, donc ça devrait être normalement plus adapté pour ces environnements. Par contre, ça nécessite beaucoup d'efforts d'un point de vue taxonomique, et donc beaucoup d'analyses en plus. Et la distinction entre les différentes classes de qualité est peut-être à revoir pour l'adapter aux foraminifères. Et donc, à voir si, en tout cas pour l'instant, il perd sa guerre contre le testimède en mesure en tout cas. On espère avec cette étude préliminaire de pouvoir trouver les moyens d'appliquer ces indices aussi dans d'autres systèmes dans le Golfe du Gascogne et des systèmes similaires. Pour l'instant, donc, le testimède paraît l'indice le plus approprié. Les classements qu'on a fait, on a fait un peu de raisonnement circulaire, c'est-à-dire qu'on a reclassé les espèces sur nos bases de données et on les a réappliquées sur les mêmes bases de données. On a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait, mais ça nécessite fortement d'avoir de nouvelles bases de données. Potentiellement, ça serait idéal d'avoir d'autres systèmes à Haplux, d'autres environnements à Haplux où on pourrait tester ces classements et donc avoir une base de données indépendante pour le faire. C'est une étape qui ne devrait pas être très très longue, mais qui est fondamentale pour pouvoir l'appliquer en routine. Dans les cas de la tranchée du câble de Semreb, l'échantillonnage était nécessairement fait par plongée parce que les échelles spatiales étaient très petites et on avait vraiment nécessité d'être sûrement sur le plan qu'on voulait échantillonner. Ceci pose des problèmes si ça devait être fait en routine parce que en tout cas, dans les sites Semreb, la visibilité est un gros souci pour les plongées. En tout cas, les foraminifères ont l'air de fonctionner plutôt pas mal comme indicateur dans ce type d'impact physique et probablement pourrait être utile dans d'autres ouvrages du même type. Et il faudrait tester aussi s'il ne pourrait pas répondre aussi à des problématiques liées par exemple aux impacts électromagnétiques du câble. Dans ce cas-là, il faudra faire un état initial et alors ajouter à ce qu'on a déjà fait dans les sites Semreb si on le fait dans un autre site. Donc l'idée, ça serait pour l'instant d'essayer d'intégrer, c'est l'idéal, ça serait d'essayer d'intégrer les foraminifères comme indicateur dans les suivis de routine qui se font normalement avec la macrofaune. On a vu avec la comparaison des résultats de Marine que les résultats sont en accord, en tout cas entre eux. Et c'est assez prometteur. Et l'intérêt d'utiliser en plus les foraminifères par rapport à la macrofaune, c'est qu'ils permettent un échantillonnage, un effort d'échantillonnage qui est moindre par rapport à la macrofaune, donc ça coûte un peu moins cher. On a des coûts d'analyse à prévoir de 300-400 € par échantillon et plus ou moins 1 jour par échantillon d'analyse. Donc on a sorti un petit protocole qu'on suggère pour l'instant avec les lignes guides qu'on a sorties de nos études. Donc échantillonnage de carottes d'interface par plongeur si on a besoin d'avoir une échelle spatiale très réduite comme c'était le cas sur Semreb, avec des réplicas bien évidemment à chaque fois, des analyses granulométriques et de matière organique en contemporain. Des transects dans la tranchée vers les sites de référence, en tout cas du site d'impact. Nous, on est arrivé sur les sites 5 ans après l'ensuyage du câble, donc on n'a pas vu les premières phases de modification des environnements benthiques après cette perturbation. On suppose que si on fait une nouvelle installation
Dans la phase initiale, c'est là où il y a le plus de changements et qu'il faut suivre à long terme différemment. Donc, on suggère de faire des échantillonnages plus resserrés juste au moment de la perturbation et juste après. Et dans le suivi à long terme, par exemple, de faire un échantillonnage par an dans la même saison. Les analyses des paramilitaires peuvent se focaliser sur une taille plutôt grande. S'il y a des questions, je peux vous les expliquer pourquoi, ça serait trop long sinon. Et c'est limité au 1er centimètre. Et donc l'application du TSIMET, comme je disais, est préconisée, je pense, et les analyses granulométriques et la caractérisation de la matière organique, la ville nécessaire également. Donc, pour faire un peu un résumé de tout le speech, on a deux approches qu'on a essayé d'utiliser dans ce projet OUPLA, et les deux ont fait leurs preuves, et c'est des approches qui sont très complémentaires entre elles, parce que la géophysique permet vraiment d'étudier une ample échelle spatiale et à une vitesse importante, avec moins de détails, et donc évaluer l'impact physique de ces ouvrages. Et la délication associée à la géochimie permet une étude à l'échelle plus fine et de comprendre l'interconnexion entre les processus et donc les impacts de ces ouvrages sur l'écosystème. Merci. Je suis preneuse parce qu'il y a des questions peut-être pour Agnès aussi. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle déjà? Ah, une première question. Bonjour, Christine Barras du FPG à l'Université d'Angers. C'est une petite question pour Agnès, ça va être de curiosité. Si dans la deuxième zone, là, pas celle du Semref, mais la zone de la Loire, comment c'est possible que les Aploux se recolonisent? Enfin, en gros, ça veut dire qu'il y a moins de bateaux qui impactent ou... Alors, en fait, c'est... En fait, quand on a vu ça, on s'est dit, oh là là, parce qu'on voyait que c'était vraiment tellement labouré par les chaînes et tout ça, on s'est dit, les pauvres, il y a eu les Aploux et ils ont été virés par ces mouvements-là. Quand on a vu en 2018 que c'était recolonisé, on s'est dit, waouh, c'est dingue. Et donc, du coup, c'est ça qu'on a essayé de voir, c'est s'il y avait eu tout d'un coup moins de bateaux qui étaient venus, ou si au contraire, qu'ils avaient changé peut-être la zone latérale. Et ça, j'ai eu confirmation que non, il n'y avait pas eu moins de tout. Et donc, après, je me suis dit, on a mal raisonné. En fait, ils avaient peut-être juste pas été là du tout, les Aploux, et là, par contre, maintenant, oui, on commence à progresser. Et je pense que c'est cette piste qui est la bonne, parce qu'en 2019, grâce à Marine, elle nous a donné une journée de temps de bateau, et on est retourné sur la zone de la Limbarde à toute vitesse pour voir. Et en fait, on a vu que cette zone blanche, elle a encore diminué, et donc les Aploux, ils ont encore augmenté. Donc, en fait, ils n'avaient jamais été là. La première impression qu'on avait eue était pas bonne. Et donc, tu confirmes qu'ils croissent malgré le fait que les encres miracles régulièrement le font à cet endroit-là. D'accord. Donc, il y a une certaine robustesse à la croissance du pêcheur. Après, cet endroit-là de la Limbarde, on est vraiment en plein sur la paléo-vallée de la Loire, comme je l'expliquais. Et donc là, alors, les copains, c'est du gaz, il y en a partout. Donc, ça doit vraiment... Et à la limite, on peut aussi imaginer même dans l'autre sens qu'il y ait ce raclage et ce ragage des chaînes. Ça fait sortir directos plein de choses. Et voilà, ça fait du pop-art géant. En fait, là, ça fait un bouillia qui est peut-être beaucoup favorable. Et j'avais même une troisième, enfin, tu vois, on continue à restaurer comme ça. Le fait aussi que quand tu remontes ton encre, tu remontes ta chaîne, tes trucs, du coup, tu peux peut-être aussi disséminer, tu vois, les points d'impact des Aploux, tu vois, ça peut les aider aussi à coloniser les choses. Pourquoi pas? Bon, de toute façon, on a plein de questions. Voilà, ça continue à phosphorer. Ouais, complètement. Autre question? Ouais. Du coup, dans la continuité, est-ce qu'on ne peut pas craindre aussi que les Aploux s'étendent et colonisent en fait, pas mal d'espaces qui étaient simplement vaseux? En fait, on a l'impression qu'ils ont une expansion assez importante. Je ne sais pas, limite, on pourrait craindre de les voir être trop présents, pas loin. Alors, justement, là, on est en train d'enclencher sur... Alors,
effectivement, on est vraiment impressionnés. Après, on ne peut pas aller n'importe où, puisqu'ils sont obligés de suivre les paléovallées, puisqu'ils ont besoin du pop-mart pour continuer. Et justement, c'est quand même assez impressionnant, ces espèces de tapis de la course. Et on a enclenché donc, des mini-projets là, pour voir un peu comment ça marche, pour voir si on ne peut pas aussi s'en servir comme habitat benthique filtreur. Enfin, carrément, c'est le projet qu'on a mis en route, qui s'appelle Paillasson. C'est-à-dire de voir, puisqu'ils sont capables de stocker plein de fils, ils font remonter un taux de sédimentation de fils vraiment de quasiment 30%, donc c'est énorme. S'ils ne sont pas justement capables de stocker tous les trucs qu'on n'aimerait pas trop voir dans l'océan ouvert, donc les microplastiques, les HAP, les métaux, etc. Et donc voilà, on a enclenché cette petite étude, là on est juste en train de travailler, là j'ai des collègues qui sont justement dans ça, voir si on est capable de dire, bah oui, quand même, c'est un sacré rôle important de grands filtres de paillasson, donc entre les arrivées comme ça de l'hémisphère jusqu'à l'océan. Du coup, on ne les verrait pas comme invasifs et méchants, on les verrait avec un rôle particulièrement intéressant. Et ça rejoindrait très bien ce que disait Marine, si en plus ils sont protégés, ce serait tout poil dans la bonne direction. Et peut-être aussi d'autre part, c'est une question qui est en lien, mais j'ai l'impression, sans être un spécialiste de l'affaire, mais que ces écosystèmes à course sont plus propices au développement d'une vie marine à la fois benthique et à la fois pélagique que la vase-nue seule. Enfin, est-ce qu'on peut dire ça ou est-ce que c'est un peu tiré par les cheveux? On peut les dire. On peut les dire. On l'a vu déjà pour la macrofaune associée, on a des diversités qui sont plus élevées. Les foraminifères montrent la même chose. Il y a pas mal de littérature par rapport à là, pas mal. Tout est relatif parce que sur les arcus en général, il n'y a pas grand-chose. Mais il y a de la littérature qui montre qu'effectivement, c'est des zones de hotspot de biodiversité. Donc, je ne sais pas, j'allais demander à Marine s'il y a des indications comme quoi ça pourrait être des espèces invasives ou en tout cas qui est. Moi, je n'avais pas entendu parler. Mais... Enfin. C'est une très bonne question. En fait, il y a les deux, il y a ces deux facettes à mettre en perspective. D'une part, cette augmentation de biodiversité en termes de richesse spécifique et d'équitabilité. Et de l'autre, effectivement, s'il y a une expansion qui est trop grande, au bout d'un moment, il prendra la place d'autres espèces. Après, comme on l'a vu, ils sont limités aussi par leur connexion avec les zones d'échappement des gaz, mais également, comme j'ai pu montrer, ils sont quand même en compétition avec les eaux-fures qui déstabilisent le sédiment et qui ne leur permettront pas non plus de coloniser entièrement toute la base. Il y a certains endroits où ils seront forcément contraints. Donc voilà, c'est à voir et en fait à monitorer et à suivre l'évolution au fur et à mesure. J'avais un petit commentaire par rapport à l'effet paillasson des A+. Alors c'est vrai que ça peut être intéressant comme système filtreur. Par contre, si c'est le siège de nurserie, de refuge, ça veut dire de temps de résidence des poissons et autres animaux qui vont se nourrir là-dedans, ça peut être aussi un super vecteur de bioaccumulation et non de la chaîne alimentaire. Donc, toujours faire attention, parce que là, si on peut véhiculer un message, bon, bah, allez-y, ça va se rester là, ça va pas aller dans l'océan. Enfin, c'est toujours compliqué. Je savais que ce n'était pas le message. Non, mais je parle dans l'océan, mais dans nos assiettes. Voilà. Mais l'idée de nurserie, justement, parce que là, il y a Annick Grain d'Amour qui a beaucoup travaillé. Il y a Annick Grain d'Amour qui travaille à IFCAM à Nantes, ici, là, justement, sur les A+, en tant que nurserie. Et en fait, c'est vraiment, c'est mécanique, c'est physique. C'est parce que ça fait une forêt de trucs que les petites bestioles, ils viennent pas manger, ils viennent juste. Enfin, ce qu'elle avait l'air de dire, c'était plus se protéger. Enfin, c'est ce que j'avais compris. Oui, mais bon. Oui, ils deviennent plastiques aussi. Je dirais que de toute façon, dans les deux cas, c'est intéressant de l'étudier, parce que ça peut même être encore plus rapide au niveau de vigilance, si effectivement il y a de la bioaccumulation. C'est un phosphore. Ouais, c'est ça. C'est très bien. Et justement, comme le système, c'est un système des paillassons qui ventilent assez efficacement le sédiment, ça génère ce qu'on appelle des oscillations redox. Et ça peut être aussi un facteur de biodégradabilité augmentée de certains composés comme les HAP, par exemple.
Donc, ça veut dire qu'il peut aussi y avoir une rétroaction négative et un effet bénéfique. Donc, effectivement, c'est un super hotspot scientifique. Ouais. Vive les paillassons. Une autre question. Est-ce qu'on a des questions? Oui, nous avons des questions de la part des personnes qui sont. Tu le passes en direct ou on retranscrit la question? Non, je vais retranscrire, je pense que c'est plus simple. Il y a une question, c'est quel rapprochement et ou différence entre les apélisca et les aplops? Ouais, c'est pour... Voilà, c'est une question pour un spécialiste. C'est Marie. C'est JB ou Marie? On m'envoie vers vous, donc à qui je prends le micro? Alors, donc, entre les ambélisca et les aplops, donc c'est des cousins, c'est-à-dire qu'ils ont une forme qui est assez similaire, ils n'ont pas forcément la même taille. Les aplops sont un genre différent, mais ils font partie de la même famille. Et après, les différences, c'est dans la manière dans l'écologie des différents genres, c'est-à-dire que les ambélicidés, les ambélisca ne construisent pas forcément de tubes. Ils ont un mode d'alimentation qui n'est pas forcément pélagique, c'est-à-dire que ce qu'on sait, c'est que pour les aplops, c'est des suspensivores stricts, c'est-à-dire qu'ils vont se nourrir exclusivement de plancton, de phytoplancton qui est présent dans la colonne d'eau qui vont filtrer par leurs antennes, alors qu'on sait que pour certaines espèces d'ambélicidés, d'ambélisca, il va y avoir aussi ils vont se nourrir sur le sédiment. Donc, il peut y avoir des différences de ce type-là. Et c'est une question aussi de densité de population, parce qu'on ne trouvera pas forcément des populations aussi denses d'ambélisca par rapport aux aplops, au moins en B2, dans le golfe de Gascogne. Et on sait que, Marie pourra confirmer, qu'on retrouve quelques ambélisca dans le champ de l'aplops. Là, on a pu en trouver quelques-uns. Donc, après, voilà, il y a quelques différences écologiques, quelques différences de taille. Et, c'est des cousins, ils sont proches et en même temps, ils sont assez éloignés. Et je voulais juste rajouter une chose, c'est que nous, évidemment, on est incapable de trouver un vrai aplope, on va le reconnaître nous, mais donc il y avait M. Jean-Claude Dauvin qui a identifié nos aplops ici au Croisic. Donc on est sûr que justement ce sont des aplops, et que ce ne sont pas des cousins. Marie va compléter un peu. Oui, c'est juste pour en information complémentaire, on retrouve effectivement des ambélisca à la fois sur ma station 10, donc la vase nue, et également une autre espèce d'ambélisca aussi en station 8. Donc ils sont présents également. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? Ça y est, ça explose. Je ne comprends pas pourquoi les vases nus seraient considérés en mauvais état. N'y a-t-il pas un problème à utiliser les mêmes critères pour évaluer les faciès à aplops et les vases? Ne devrait-il pas y avoir des références différentes pour ces deux types d'habitats? Et j'ai quelqu'un qui réagit, je vais le mettre dans le même paquet. Je suis du même avis pour le macro-benthos. Maintenant, le travail se fait par habitat avec des valeurs de référence propres à chaque habitat. Oui. On en est conscient. Le problème, c'est que tout le travail de mise en place des indices, des sites de référence dans chaque habitat nécessite d'être complété. On n'a eu que cette mission pendant le projet de thèse de Jean-Baptiste. Il y a eu une autre mission d'échantillonnage qui a été faite en octobre 2018. Donc, on a des échantillons supplémentaires qui ont commencé à être traités. Mais oui, effectivement, ça nécessite probablement une calibration par habitat. Par contre, l'écologie en soi des espèces, par contre, j'arrive, ou peut-être Philippe. Si on regarde simplement la réponse écologique des espèces, la distribution des espèces dans les assemblages dans les deux habitats, on voit clairement qu'on n'a pas du tout le même type
de distribution. Donc, au-delà des indicateurs, donc, de la valeur qui sort de l'indice biotique, les observations écologiques montrent un système, en tout cas, qui a l'air d'être un peu stressé dans les vases avec des assemblages très déséquilibrés. Oui, mais à ce moment-là, ça peut être naturel. Bien sûr, je n'ai jamais dit que c'était un patent anthropique. Bien sûr, pardon, il y a eu un commentaire en salle comme quoi ça pourrait être naturel. Je pense que je l'avais dit, mais peut-être que le répéter, ça ne fera pas de mal. On suppose même que ces vases, comme on se trouve dans un site qui est très proche de l'estuaire de la Loire, soit sous l'influence des panaches sédimentaires provenant de la Loire. Les analyses géochimiques que Igor et Jean-Baptiste ont fait dans les dernières années, ils ont montré que dans les faciès à flux, il y a une sorte de stabilisation du sédiment, physique du sédiment dans les tubes et aussi quelque part géochimique, ce qui justifie aussi un peu ces observations écologiques. Donc ce qu'on pense, c'est que le stress naturel qui devrait intéresser la vase nue serait potentiellement lié au fait qu'il y a ces panaches fréquents provenant de la Loire et qu'il n'y a rien comme dans les afflux pour les stabiliser un petit peu. Donc on aurait du sédiment qui se dépose et se resuspend assez fréquemment. Ok, donc Édouard. J'allais dire la même chose que Kia, je confirme, en fait, quand on regarde les sédiments du site Vasny, en fait, on voit que les dépôts se font par plus, on a des évidences assez fortes dans la géochimie, et que du coup, on a une saisonnalité extrêmement marquée, une saisonnalité, en tout cas un indicateur de l'activité du panache de la Loire, et donc, effectivement, la faune n'a pas un substrat suffisamment stable pour se développer et s'équilibrer, enfin, il y a un certain équilibre. On n'est jamais à l'équilibre. Ok. D'autres questions posées sur le chat? Oui, c'est une question qui suit les précédentes. Dans le même ordre d'idée, les forums sont moins diversifiés sur les vases nus et plus abondantes. Ça ne représente pas forcément une situation de stress, mais peut-être simplement une adaptation des communautés à un habitat spécifique. En général, les espèces très abondantes sont assez peu nombreuses et les espèces plus rares, dont les fréquences d'occurrence sont assez faibles, sont très nombreuses. Est-ce que je me trompe? Je retransmets. Je ne suis pas sûre que j'ai d'avoir tout compris. Dans la question, ce qu'on trouve, effectivement, c'est des faunes très abondantes. Entre les deux sites, au niveau de... Normalement, au moins pour les foraminifères, quand on relie pas mal, on corrèle pas mal les abondances avec des quantités de matière organique disponible. Normalement, on a des abondances beaucoup plus importantes quand il y a beaucoup de matière organique. On a fait des analyses de carbone organique total dans les deux faciès et on n'a pas de différences très importantes, mais malheureusement, on n'a pas fait, et c'est pour ça que je l'ai mise dans les perspectives, et je pense que c'est fondamental, on n'a pas fait une caractérisation de la matière organique labile, qui aurait été peut-être le facteur vraiment de distinction en termes d'état trophique entre les deux faciès. Or, en général, on utilise, quand on regarde l'équitabilité ou l'evenness des assemblages, le fait d'avoir des espèces très déséquilibrées, en général, c'est interprété comme un signal quelque part de stress. C'est un mot au sens large, hein. Il ne faut pas les prendre forcément comme un mot pour dire impact de quelque chose, mais ça veut dire que le système, quelque part, il n'est pas stable. Après, effectivement, peut-être que ça mérite un approfondissement par rapport aux communautés de la vase nue. On a vu en tout cas que cette distribution est assez récurrente parce que comme on avait fait qu'en réplica la première fois, on s'est dit que peut-être qu'on était tombé sur des zones perturbées, bioturbées, etc. Donc, et on a fait des échantillonnages dans une autre saison, un an après, on a retrouvé grosso modo les mêmes faunes avec la même distribution. Donc, que ça soit, je ne sais pas, je pense que ça peut être une indication du fait que le système est comme ça naturellement. Et oui, vas-y, Christine, peut rajouter peut-être quelque chose. Oui, le problème des sites de référence, en fait, effectivement, tout repose un peu là-dessus, parce qu'effectivement, si on applique l'indice, n'importe quel indice, un peu entre guillemets bêtement,
ça sort rouge, quoi. Donc, le gestionnaire, il voit du rouge, c'est pas bon, il faut faire quelque chose pour améliorer la situation. Donc, effectivement, en général, on utilise des stations de référence pour pouvoir corriger, parce qu'à tenir compte de la variabilité naturelle de l'environnement. C'est une solution, par contre, ça oblige à trouver ce site de référence qui n'est pas toujours évident à trouver, parce que surtout au milieu côtier, il y a quand même beaucoup d'impact anthropique. Et en même temps, il faut rester dans un environnement qui est vraiment similaire à la zone d'étude. Donc, des fois, on prend des stations de référence qui sont finalement plus vraiment représentatives de la sédimentologie ou l'hydrodynamisme de la zone d'étude, et on peut aller vers des fausses interprétations. Donc, effectivement, il faut une station de référence, mais elle est vraiment difficile à trouver, c'est un problème récurrent. Je pense que, enfin, moi, là, je me dis que quand on voit la différence de faune entre, effectivement, la base nue, pour les foraminifères, entre la base nue et la base à la ploux, le fait de pouvoir faire éventuellement des carottes sédimentaires et regarder la faune morte, en fait, la faune qui était là avant, peut permettre en fait d'avoir des conditions de référence un peu plus sur le même site, en tout cas sur la même station, et donc pouvoir voir si effectivement cette faune qui nous semble hyper déséquilibrée, là, avec 90% d'une espèce qui a l'air là en plus à différentes saisons, donc c'est vrai qu'on a du mal à l'expliquer, parce que c'est même pas vraiment un comportement opportuniste, à moins qu'on soit vraiment tombé à chaque fois après un fort dépôt, ou peut-être un fort comme aliment, je ne sais pas. Ça permettrait de voir en fait si cette faune elle est classique ou pas, et est-ce qu'elle peut être vraiment être considérée comme des conditions naturelles de référence, et à ce moment-là, effectivement, il ne faut pas classer en rouge, il faut classer en bleu ou en vert, ça rien, et voir un chiffre par rapport à cette condition-là. Mais c'est vrai que je pense que le fait de choisir une station de référence ou des conditions de référence, il faut vraiment faire attention à rester objectif, parce qu'on a tendance des fois, il me semble que sur des zones d'études, des fois, on a une série de stations, et pour prendre la station qui a la meilleure note en envie ou en diversité, est-ce que pour autant c'est vraiment la station qui est la plus éloignée de toutes les zones impactées? Des fois, c'est pas sûr, quoi. Et effectivement, il y a des zones qui sont naturellement de mauvaise qualité, quoi. Donc, il faut faire gaffe aussi au choix de cette station de référence. Et ça voudrait dire que dans un système naturellement stressé, ce que tu devrais faire, c'est que la valeur que tu obtiens pour les indices biotiques pour B4, qui est notre station de référence, tu la considères vert. Donc, tu te dis c'est un bon voire bleu, très bon, et que du coup, tu fais juste la comparaison. Donc, tu fais du relatif finalement entre la station de référence et ton site impacté. C'est ce qu'ils font. C'est une recalibration à la baisse pour la macrofaune, pour les indices M&B par exemple. Ouais. Je pense, je ne suis pas spécialiste macrofaune, mais c'est ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'ils prennent sur leur zone d'étude, mais du coup, il ne faut pas avoir que 3 stations, il faut avoir une vingtaine de stations. Et sur toutes ces vingtaines de stations, ils prennent la meilleure note en diversité. Je regarde Marine parce que je voulais avoir la validation, je ne sais pas trop. Il y a les macrophonistes de la communauté qui pourront me corriger. La meilleure stabilité et puis la meilleure envie. Et en fait, ça forme la station de référence. Et du coup, il faut être sûr que ta station de référence, cette station de référence théorique est correcte, quoi. C'est que je trouve un peu aberrant dans ce système de raisonnement, c'est que finalement, si on imagine un monde où on pollue un peu partout et qu'on fait une référence à chaque fois pour un nouveau système, on sera toujours dans le vert. On ne verra jamais une baisse de la qualité parce qu'à chaque fois, on recalibre vers le bon. Et donc, on aura. Je caricature, bien évidemment, mais c'est. Non, mais c'est un problème qui se pose, et justement, là, on travaille sur un projet sur le chalutage sur le plateau continental, et effectivement, tu n'as plus de zone de référence, en fait. Du coup, comment tu fais? Finalement, si tu prends ta meilleure station comme une station de référence, tu n'es pas dans la bonne qualité, normalement. Enfin, c'était avant, quoi. Donc, la seule possibilité que je vois éventuellement, c'est effectivement de faire des carottes longues comme on les a faites dans la mission dont je parlais, et aller voir dans les faunes mortes de foraminifères en les datant, en sachant qu'il y a 200 ans, il y avait ces espèces-là, qu'est-ce que ça a changé? Je pense que c'est une approche qui est intéressante, et avec les foraminifères qui se fossilisent et qui se conservent dans le sédiment, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on travaille, sachant qu'il y a quand même le biais qu'il y a une partie de la faune que tu perds parce qu'elle ne se conserve pas aussi bien que d'autres espèces, parce qu'il y a différents types de coquilles, qu'il faut bien dater, qu'il faut bien
faut bien contraindre tout ça. Donc, c'est pas si simple non plus, effectivement, parce que tu ne peux pas directement comparer ton indice dans le passé avec ton indice actuel des faunes qui vont. Il y a un Moyen-Âge des faunes sur plusieurs années, etc. Donc, voilà, il y a ça, il y a les datations en milieu côtier qui sont toujours, surtout avec un panache sédimentaire qui arrive de la Loire, c'est jamais facile de faire des datations qui ont un sens. Donc, je voulais juste rajouter, moi qui ne suis pas familière de ces indices, en fait, je crois que c'est le vocabulaire que l'on emploie qui fait peur, ou en fait, je ne sais pas quoi qui impressionne, parce qu'on dit un milieu stressé, tu vois, tout de suite, c'est très négatif, etc. C'est juste, il y a une super forte dynamique et tu n'as pas le temps de te déposer pendant assez longtemps pour que les forains reviennent. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un endroit pollué ou pourri, c'est juste qu'il est influencé par une forte dynamique. Et le fait de dire juste stressé, tout le monde commence à être un peu en se disant que c'est pas bien, c'est pas bien. Il y a d'autres questions ou des réponses? Encore une. Encore une en ligne. Encore une? Oui. Très bien. Qui revient aux premières questions. La question est dans la continuité de la question sur la résilience au mouillage de la zone d'attente des navires. Étudiez-vous le lien éventuel entre APLOUX et zones d'immersion des sédiments du Grand Port? Très intéressant. Alors, en fait, on était horrifiés quand on s'est aperçu qu'on était dans la Lamba, qu'on était juste derrière la zone de relargage des sédiments de la Lamba, justement. Et en fait, on s'était dit, si ça se trouve, ça va justement contribuer à nourrir la PLOUX. On s'est dit, ok, il y a la Loire qui arrive, ils ont en plus les sédiments de dragage qui arrivent, on sait qu'on a des pockmarks, on s'est dit que ça allait être une zone très intéressante. Et c'est pour ça qu'on avait besoin d'une zone qui était beaucoup plus éloignée de tout ça. Et en fait, on ne voit pas une différence d'évolution entre notre zone du Croisic, qui est hors donc tous les avantages, entre guillemets, du relargage ou de la Loire, et cette zone-là. Donc, on a la même superficie pour l'instant. Il n'y a pas de... Mais effectivement, c'était une des hypothèses, mais on n'a pas de différence en tout cas dans les deux sites. Et tout ça va peut-être aussi être compliqué par les influences anthropiques sur Terre, voilà, avec un impact parce qu'il y a une nouvelle installation, et puis des incidences anthropiques plus long terme sur les changements climatiques, sur les changements d'écosystèmes plus globaux. Donc, un suivi régulier semble important pour essayer de déconvoluer un peu tous ces effets et de comprendre un peu le fonctionnement pour en tirer des conclusions un petit peu consolidées. C'est un commentaire, mais c'est plutôt aussi une forme de question. En fait, justement, là, on a la chance d'avoir un état-référence qui est hyper intéressant dans deux zones très différentes. Et là, maintenant, on est capable de les suivre, puisqu'on sait comment les suivre. C'est intéressant pour tous nos proxys, justement, de les suivre. Et plus on continuera à étudier ces deux zones, mieux on sera en état de voir un peu comment ça évolue. Et c'est vrai qu'avec l'installation du champ d'éolienne, ça peut être vraiment intéressant de voir ce qui va se passer et voir si ça a une influence ou pas. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident d'avoir des indicateurs quantitatifs. Maintenant, qualitativement, et voir des évolutions d'indicateurs, ça peut être une façon un peu plus, je dirais, robuste de voir les choses évoluer. Et comme le disait Pierre, en fait, les APLOUX, personne s'y intéressait vraiment. Donc, c'est vrai qu'on n'a aucune autre littérature pour se dire, ah tiens, ils ont fait ci, ou ils ont fait ça. Donc, l'idée, voilà, c'est d'essayer de lancer un peu ces chantiers un peu partout pour voir si chacun fait des observations similaires. Et, plus on sera de gens à bosser là-dessus, plus ce sera riche. Il y a une question. Une question. Et si quelqu'un veut, parmi les internautes, prendre la parole et interagir en direct dans la salle, il est invité. Petite question du coup sur la biologie de l'espèce. Finalement, est-ce qu'on sait si les larves ou les jeunes, vous voyez là, dans le petit film, peuvent aller coloniser un site à proximité? Est-ce qu'ils ont une distance, une aire d'influence importante? Je pense que vous parliez des nouveaux câbles ou du nouveau parc éolien qui arrivera à Saint-Nazaire. En fait, il faut aussi que l'espèce puisse arriver potentiellement à un endroit bien précis pour se dire « Ah tiens, c'est bien intéressant, il y a tout ce qu'il faut pour moi pour me développer ». Mais du coup, je ne sais pas si au niveau biologique de l'espèce, on sait s'ils ont moyen de faire des bons comme ça. Alors, donc, nous, tout ce qu'on sait, c'est via M. Dauvin, qui est vraiment le grand spécialiste des APLOUX. Et donc, ce qu'il nous a dit, puisqu'on l'avait vu fin janvier, là, quand on avait fait
notre réunion et qu'on lui avait présenté le film, parce qu'on s'était dit, s'il nous dit OK, on peut le présenter aux autres, autrement on n'osera jamais, parce que c'était quand même assez, c'est quand même issu de notre imagination. Donc, ça lui a plu, il a dit OK, il y avait 2-3 choses qui étaient, il voulait qu'on mette une échelle, et donc ça n'a pas été trop violent pour lui, il a dit OK, ça passe. Juste la chose dans ce film, c'est que en fait, quand la femelle refait son tube, elle fait ses petits à l'intérieur du tube. Et en fait, après, on ne sait pas, donc il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est les petits qu'elle a dans sa poche ventrale. Donc ce n'est pas une explosion comme ça, c'est la fin, je faisais un peu d'artifice, mais ça c'est la fantaisie. Mais par contre, en fait, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui se passe quand les petits sont dans le tube, donc la mère meurt. Et après, on ne sait pas très bien comment ça se passe. Et alors, apparemment, ils sont quand même revenus en suspension. Il y a un moment, ils doivent sortir. Et ce que disait Jean-Claude, c'est qu'il avait l'impression, c'était des observations qu'il avait faites récemment, c'est qu'il y en avait qui étaient capables de quand même rentrer dans un autre tube qui existait déjà. C'est-à-dire qu'il n'était pas obligé de recommencer à zéro et de refaire son tube. Jusque-là, on disait qu'ils étaient obligés de refaire leur tube. Donc, voilà, en fait, on n'en sait pas grand-chose. Et la seule thèse vraiment qui a bossé sur les Haplops, c'était Caron Bidolé, donc entre 2009 et 2012, quelque chose comme ça, et qui a élevé les Haplops à Ifremer à Brest. Mais donc, il n'y a pas grand-chose, on est encore plein de questions justement par rapport à la biologie. Alors, un complément peut-être par Jean-Baptiste. Par rapport au fait qu'ils puissent se déplacer, exactement, on ne sait pas trop comment ils font. Il y a certainement les courantologies de la zone qui rentrent dans le système, mais on sait, on a vu qu'en une année, ça pouvait prendre, ça pouvait coloniser une bande de 300 mètres de large sur presque 2 km de long. Donc c'est quand même assez énorme. Et on sait que l'année d'après, ça a continué à coloniser encore plus au sud. Et ça ne peut pas être cette bande de 300 mètres qui est le point de départ. C'est-à-dire que potentiellement, ça peut coloniser sur des très longues distances si le terrain est favorable. Après, comment ils arrivent à ce nouveau terrain, ça on ne sait pas. C'est très certainement les courants et les mouvements de masse d'eau. Mais la distance entre le point d'origine du nouvel individu et son point de colonisation et où il va faire croître son tube peut être très important. On le voit là, ça fait 300 mètres dans le sud. On a vu en 2019 que presque 300 mètres plus loin, en 2019, il y avait de nouveau des jeunes tubes. Et eux, ils mettent aussi de l'ancienne couverture en 2017. Donc ça veut dire que ça peut faire des distances assez conséquentes. Si le terrain est favorable et que ça permet le développement, ils peuvent aller chercher assez loin pour développer. Et un complément de ça, si je peux rajouter, puis Agnès me dira si c'est vrai, avec les études géophysiques, vous avez réussi aussi à cerner un peu les facteurs physiques qui servent et chimiques, parce qu'il y a le gaz qui a une influence aussi, qui servent pour l'installation de ce nouveau tube. Donc ça veut dire que peut-être qu'on ne peut pas forcément prévoir à quelle distance ils vont arriver, mais peut-être faut savoir quelle est la trajectoire qu'ils vont suivre selon les caractéristiques du sédiment et du sous-sol, s'il y a du gaz ou pas, des pop max qui se forment ou pas. On sait où ils ne vont pas se mettre. Oui, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est sûr. On sait déjà que voilà, ils ne peuvent pas aller vers l'est parce qu'il n'y a pas de panneau volé, il n'y a pas de pop max, rien. Enfin, oui, on sait déjà qu'ils ne peuvent pas aller vers l'est, on sait qu'ils ne peuvent pas aller vers l'ouest non plus. Enfin, exactement comme disait aussi Marine, on n'en trouvera pas sur le site de Sainte-Brève lui-même, il est tout sableux, ça ne marche pas pour eux. Voilà, on est plutôt dans un petit complément d'Edouard. Si on fait l'analogie, par exemple, avec les systèmes hydrothermaux sous-marins, par exemple, les vers tubicoles qui sont fixés sur le substrat, lorsqu'ils émettent leurs larves, ces larves peuvent, avec des courants qui sont finalement assez faibles, parce qu'on est à 2500 mètres de profondeur, ils peuvent aller à plusieurs dizaines de kilomètres autour du point, et du coup aller chercher un autre site hydrothermal pour fleurir en quelque sorte. Donc là, on est dans un système très dynamique, donc la difficulté de dispersion est minime.